Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre. J'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de face reveal massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Fanny. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien et merci de m'accueillir à l'occasion de ce podcast. Avec grand plaisir. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'en connais pas tant que ça dans ma vie, mais t'es le 3e Alexandre sur le podcast. Donc, Alexandre le 3e. Alexandre 3. C'est ça fait tout de suite, ça positionne, quoi. Pardon. J'ai envie de commencer par une question, c'est qui es-tu ? Comment tu définirais qui tu es ? Qui je suis ? Je suis Alexandre Elenga. Artiste tout court, parce que j'avais pour habitude de dire artiste peintre, illustrateur, designer, graphique, tout ça. Mais en fait, non, artiste tout court. Artiste avec un grand A. Comme A, Alexandre. j'espère, comme Alexandre. Et j'ai 26 ans, bientôt papa. Et quoi dire d'autre ? J'habite à Paris depuis un moment. Je suis arrivé je suis pas né en France. D'accord. Donc je suis né au Congo, Brazzaville. Ouais. Ce que je suis, c'est un peu tout mon parcours, tout mon trajet depuis que je suis né déjà, et le plus important depuis que je suis arrivé en France. Et je pense que c'est un peu ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, toutes les expériences que j'ai pu traverser, toute la compréhension du multiculturalisme que j'ai pu traverser aussi et acquérir. Donc ça fait de moi que je suis aujourd'hui Alexandre Elenga. Alexandre le 3, profil artiste avec un grand A, multiculturel et qui cultive des expériences de vie. Exactement. Pour enrichir son être. Tout à fait. Oh. Tout à fait. Et dans ma bio qui est sur mon site, portfolio de mon travail artistique, je l'ai écrit avec un ami à moi qui a dit une phrase qui a 9 vies, un peu comme les 9 vies du chat, parce que j'ai eu un parcours assez, je trouve, spécial pour moi, parce que quand j'entends un peu le parcours des gens qui m'entourent, de mes proches, je vois un peu la différence. C'est le fait d'avoir vécu dans des endroits différents, sans ses parents, tout ça a fait que c'est vrai, je ressens vraiment le côté où mon expérience, malgré mon jeune âge, je l'ai acquis en traversant différentes vies. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir 27 ans, et 27 ans, c'est 3 fois 9. Et t'as parlé des 9 vies. En numérologie aussi, 27 ans, c'est un passage. Ok. C'est le passage du nous, c'est-à-dire notre construction par rapport à l'extérieur, qui sont souvent des autorités parentales ou des personnes qui nous ont construites, ou des autorités, en tout cas extérieures à nous. À partir de 27 ans, et jusqu'à tes 54 ans, tu es dans un jeu. Ok. Et tu es vraiment dans la pleine possession de qui es-tu quand tu es Alexandre. Et tu viens raisonner avec ton chiffre de ton jour de naissance, alors que jusqu'à présent, tu viens raisonner avec ton mois de naissance. D'accord. Donc tu es du 13, ça veut dire que tu vas commencer à raisonner avec le 4. Ce qui est très intéressant, c'est que le 4, c'est la famille. Et c'est intéressant tout ça. Non, c'est vrai que j'ai un cousin qui a essayé de me parler un peu de numérologie parce qu'il adore aussi. Mais non, mais c'est intéressant. J'ai hâte que tu développes un peu. Du coup, c'est ça. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment cette notion, a priori, février, c'est le mois où tu vas devenir papa en plus. Aussi. Et vraiment, ce passage se fait pas tant à l'intérieur, c'est comment est-ce que toi, tu vas incarner ton identité à travers justement ces racines.
Les quatre, c'est aussi les racines, tu vois. C'est le patrimoine, c'est le territoire. C'est aussi venir se reconnecter à la famille. Donc la famille, celle dont tu es issu, mais la famille aussi que tu crées. Ta propre famille, qui pourrait être, pour les personnes même qui nous écoutent, la famille d'âme, la famille amie qu'on se crée. Pas forcément la famille dans la descendance, quoi. Tout à fait. Super intéressant. Si tu reviens un tout petit peu en arrière, du coup, et que tu me parles un peu de... Tu as dit que tu as grandi sans tes parents. C'est parce que tu es arrivé en France? Alors, pas spécialement. En fait, pour la petite histoire, donc je suis né au Congo-Brazzaville, dans une famille, tout ce qui est un peu de plus normal pour le Congo. Bon, mon père, il avait déjà une femme avant. Ma mère, c'était la deuxième femme. D'accord. Donc j'ai deux sœurs et un frère, demi. Et je suis arrivé dans une famille, donc ma mère c'est la deuxième femme, on sait comment ça se passe en Afrique, il y a toujours des histoires petites histoires de jalousie par-ci par-là. Bon, après ça m'a pas impacté parce que je l'ai pas ressenti, j'étais trop jeune, mais très vite vers l'âge de 6 ans mes parents se sont séparés. Donc je vivais plus avec mon père, mais seulement avec ma mère. Et après quelques mois après, mon père est décédé. D'accord. Donc je suis resté avec ma mère un moment. Après c'était avec la petite sœur de ma mère parce que ma mère du coup elle voyageait, elle est venue en France pour se faire soigner. Après elle a commencé à travailler là. Donc j'étais là avec mon oncle, avec la petite sœur de ma mère, avec la grande sœur de ma mère. En fait, je me suis baladé. La famille élargie. Exactement. Ouais. Les de ville en ville, de maison en maison, mais toujours avec amour parce que c'est des gens qui m'ont adoré, qui m'ont jamais fait ressentir que j'étais pas leur enfant. C'est ça que je trouvais hyper agréable. Et jusqu'à l'internat, on a un internat familial où j'étais avec tous mes cousins. C'est les meilleurs moments de ma vie. C'est vraiment ce qui a forgé aussi mon caractère, de vivre tout ça, de ressentir toute cette solidarité entre nous, parce qu'on a traversé des choses, mais à en rire aujourd'hui, mais sur le moment, c'était horrible. Enfin, on nous punissait, enfin, on mangeait pas de la journée, on nous obligeait à réciter les tables de multiplication, par exemple, le truc comme ça. Enfin, c'était assez drôle. C'est assez drôle aujourd'hui, mais sur le moment, c'était horrible. Bien sûr. À ce moment-là, t'étais adolescent ou plus jeune? J'étais adolescent, enfin, non, un peu plus jeune, j'avais 11 ans. Ouais. C'était de mes 8 à 11 ans. Ouais. Donc j'ai traversé ça. Après je suis allé en école sportive pendant 1 an en internat. C'était la prison. C'était vraiment, j'ai pas vu la ville pendant 1 an où c'était sport. Je faisais tous les sports, foot, basket, etc. Ça aussi c'était cool. C'était encore une autre vie. C'était que avec des mecs. Enfin j'ai passé 1 an sans voir une fille par exemple. J'avoue c'est aussi particulier et c'est bien de le noter. Ouais. Hein, franchement, ouais, c'est clair. Et non, jusqu'à mes 13 ans, je suis arrivé en France, et là encore une autre vie. Ouais. J'avais 13 ans. Déjà, on me faisait redoubler d'une classe parce qu'il fallait que j'apprenne l'espagnol, que j'avais pas espagnol au Congo et tout. Parce que je passais en 4e à 13 ans. Ouais. Parce que j'étais un peu en avance quand j'étais au Congo. D'accord. Et ici, suite aux langues, il fallait repartir en 5e pour passer ta langue, etc. Donc, et c'est là où tout a commencé. Pour moi, en tout cas. Je me suis servi des bases que j'avais. Mais quand je suis arrivé, j'ai décidé qu'il fallait que je sois quelqu'un d'autre parce que je suis arrivé dans un monde complètement différent, en fait. Où j'habitais avec ma mère qui n'arrivait pas forcément à m'expliquer ce que je ressentais. Parce que j'ai commencé à découvrir ce qu'était la discrimination. Ce que c'était que quand t'appelais le blédard, par exemple. De te sentir un peu mis à l'écart parce que tu viens d'arriver, parce que t'as une autre culture, parce que t'es différent. Donc j'ai commencé à comprendre ça et j'ai eu la chance d'avoir des facilités très tôt artistiques. Ouais. Et dans ma solitude un peu, je trouvais pas mieux que de dessiner pour passer le temps au début. Après j'ai commencé à dessiner pour dire ce que je traversais, par exemple, ce que je pensais. Des discriminations, et ça arrivait très vite. Donc déjà à 14 ans, je commençais à dessiner des dessins de par exemple policiers qui pointent un gun sur une personne, qui sait pas pourquoi, parce que je voyais les contrôles, je me disais mais pourquoi on contrôle eux et pas. Donc il y avait tout ça déjà qui me traversait l'esprit. Ouais. C'est du coup c'est presque comme un mécanisme de protection où tu t'es dit je dois
me comporter et agir différemment. Ouais. Mais c'est pas facile quand même à l'adolescence d'avoir cette maturité de se dire, tu vois. Et est-ce que tu penses que c'est du coup tes années d'internat, que ce soit avec tes cousins ou sportifs, qui t'ont préparé justement à en fait, à un peu à te reposer sur toi-même et à adopter, enfin à t'adapter. D'ailleurs, j'allais dire adopter, mais en adopter fait, aussi une posture par rapport face à ça, en fait. Je pense que clairement, oui, aujourd'hui, quand j'en parle souvent avec avec mes proches, je me dis, en fait, je me rends compte que ça a été quand même une chance pour moi d'avoir eu cette base, d'avoir eu cette vie avant, parce que quand je suis arrivé à Gonesse, on était j'étais dans un collège où j'aurais pu tourner dans la délinquance très vite en fait, mais vraiment, et le fait d'avoir eu toutes ces bases, je voulais pas, je pouvais pas en fait, pour moi j'avais autre chose comme une chose à accomplir, je voulais être tout sauf ça quoi, enfin surtout quand on me donne cette étiquette du blédard, c'est clair, et je voyais comment ça pouvait se terminer pour moi quoi, en restant dans cette étiquette là. Donc très vite, en fait, j'ai eu la chance de montrer à l'école que j'avais d'autres choses à dire de manière différente. Donc je me suis inscrit au cours du mercredi, il fallait rester pour l'art, etc. Ouais. Et j'ai eu la chance d'avoir une prof qui a su détecter que j'avais quelque chose en plus et m'a aidé à faire des papiers, enfin des trucs que je savais même pas ce qu'elle faisait pour aller dans un lycée d'art appliqué, en fait. D'accord. Et moi, je savais pas que ça existait. C'était vraiment la chance d'avoir dit que je voulais ce truc-là, sinon j'aurais jamais par moi-même trouvé en fait un lycée d'art appliqué où j'allais vraiment me sentir épanoui, parce que j'étais bon à l'école, mais moi les maths c'était pas mon, enfin même les cours tout court c'était pas mon préféré. J'aimais me servir de ces connaissances-là dans le but de comprendre comment je pourrais dire les choses que j'ai envie de dire plus tard et faire aussi des choses que j'ai envie de dire plus tard. Donc suite à ça, j'ai intégré le lycée d'art appliqué et ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit mais c'est là que je dois être. Et là où c'était fou, c'est que quand tu pars de Gonesse, que tous les matins tu prends le train, t'as 15 ans, tu prends le train, tu viens sur Paris pour aller à l'école. Et personne ne le faisait en fait dans ma cité. Enfin, tout le monde allait au lycée du coin. À côté, je me souviens même, j'avais une copine du collège à l'époque. Ça s'est mal terminé parce que non, tu fais plus partie de notre groupe en fait. Maintenant, t'es celui qui va. Je me souviens, on me disait, tu vas chez les blancs. Voilà, et tu vas chez les blancs. Ensuite, quand t'es en art appliqué, t'as un grand sac, des formats A3, A2. Quand tu traverses la cité avec ça, on te regarde comme. Genre, mais il sort d'où, fait quoi lui? c'est vraiment il fréquente des musées quoi. Mais c'est ça en fait. Il te voit vraiment comme si tu les regardais de haut en fait. Non. Mais c'était une belle époque quand même de ma vie. Ouais, c'est trop intéressant. D'où elle vient cette force, cette force de caractère d'avoir osé dire qui tu es et faire valoir ce qui était important pour toi. Ça, je pense, ça vient de mon enfance et ça vient vraiment de la répétition. J'ai toujours entendu mes tantes, mes oncles dire mais toi, t'es comme ça, tu seras le ministre, tu seras le grand homme. Bon, faut savoir que j'ai eu de la chance dès la naissance d'avoir été dans une famille, même si on avait pharmacien. Donc j'ai pu aller dans la meilleure école au Congo, maternelle. C'était une école catholique française. Donc j'ai très vite appris le français. Là où mes cousins à côté, c'était pas trop ça. Et donc très jeune, même quand je parlais, je m'exprimais déjà un peu mieux en français par rapport à eux. Du coup, ça me permettait de me distinguer. Du coup, les tatas, etc. C'était toi t'es le petit français. Et c'est là où c'est marrant parce que t'as vu, ça te l'a fait aussi à Gonesse. À Gonesse, mais c'était l'inverse. Dans l'inverse, mais après, les gens de Gonesse te disaient ça aussi, que du coup, au-delà d'être le blédard, après quand t'as assumé ce côté artistique, pour eux t'étais blanc à nouveau. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est marrant quand même, comme à chaque fois presque tu fites pas. Non, j'ai jamais fité avec l'environnement. Non, pas du tout. Ça c'est quelque chose des fois, j'y pense tout le temps en fait. Je me dis mais j'ai jamais fité vraiment avec l'environnement dans lequel on m'imposait. Je suis né dans ce pays avec cette culture, mais j'ai jamais adhéré à plein de points de la culture congolaise quoi.
on est très gentil, très accueillant. Je me souviens de mes oncles qui venaient tout le temps à la maison prendre la nourriture de ma mère, par exemple. Mais ça, normalement, tu te tais, tu dis rien parce que c'est le tonton. Mais moi, même à l'âge de 7 ans, 8 ans, je disais non, quoi. Je le tirais par truc. Non, c'est la nourriture de ma mère, tu la laisses tranquille. Et j'étais le petit français impoli. Ouais, je vois. Tu vois, ça veut dire que c'est celui qui se taisait jamais, qui ouvrait toujours sa bouche. Donc c'était ça. Et donc, ouais, j'ai jamais adhéré forcément à ces comportements-là, et ça a forgé mon caractère aussi. Ouais. Donc pour revenir à ce que tu disais, ça a forgé mon caractère. J'ai toujours su en fait que en disant ce que je veux, en m'imposant dans ce que je veux faire, et ben je suis le plus libre possible. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Tant que moi ça m'intéresse et que je me sens bien dans ce chemin, je continue. Ouais. Et depuis, j'ai compris ça très jeune, et ça me suit encore. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens en phase avec ton environnement aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, c'est genre aujourd'hui là à l'instant T, ou en tout cas en 2024 en tout cas. Est-ce que là tu te sens ok dans ton environnement, qu'il soit relationnel, professionnel, géographique, ce que tu veux? Est-ce que là tu te sens en phase? Non. Enfin, ça se joue à des petits détails, c'est vrai. J'ai quand même j'ai envie de dire la maturité, enfin compris où est-ce qu'on peut quand même trouver son bonheur, se satisfaire des choses qu'on a. Évidemment, je l'ai compris. Mais il reste encore trop de choses, surtout sur le plan professionnel, par exemple, où je me sens jamais vraiment. Enfin, le seul endroit où je me sens en paix et en plein bonheur dans l'esprit professionnel, on va dire, c'est quand je peins tout seul, ou quand je fais un projet de moi-même qui sort de moi, en fait. C'est les seuls moments où vraiment je me suis plu dans le milieu professionnel. Et même à l'école, enfin pour continuer dans l'histoire qui a été toujours des contradictions, ou quand je suis sorti du lycée d'art appliqué, qui était vraiment pas le milieu où on m'attendait déjà. J'ai fini à Camando. Alors Camando, c'est une école d'architecture intérieure et design. D'accord. C'est la meilleure en Europe parce qu'il y a un double cursus. C'est une école privée que j'ai eu la chance de me payer parce que j'avais la chance d'avoir une mère qui se battait pour ça. Wow. Et tout simplement, j'étais parmi les 2 noirs de la classe. Ça aussi, ça a été une expérience, une compréhension encore différente de la vie, parce qu'on approche du milieu professionnel. C'est ce qui était différent de quand on est au collège ou quand on est au lycée. On est mélangé dans la masse, et là tu dis ça. Ok, plus je monte, moins on est nombreux. Moins on est nombreux, et plus ça devient encore complexe en fait, parce que j'ai traversé des épreuves là-bas incroyables, quoi. Enfin, je la raconte toujours, mais on a eu un projet avec Christian Dior, et moi je voulais pas faire du luxe, parce que j'ai pas envie de dire des chiffres bêtes, mais plus de la moitié de la classe était issue d'un milieu très très bien, très aisé en fait. Donc il y a aussi cette façon de voir les choses, pas forcément cette culture là. Donc sur le projet Dior, je voulais absolument faire entrer la street. Je voulais vraiment faire entrer la street. En plus, c'était en plein Virgil Abloh. Il a amené cette vibe. J'étais en mode je vais être le prochain Virgil Abloh, alors je vais leur montrer. J'adore. C'était ça ma mentalité à ce moment-là. Donc j'avais fait un projet où j'ai introduisé la rue dans les boutiques Dior, c'est-à-dire qu'on avait le bitume qui rentrait, et les bancs, c'était des bancs de rue. J'étais fier de ce que je faisais. Et c'est pas passé avec le prof. Le prof, il m'a démonté. Il m'a dit, mais jamais tu feras venir Sevran dans le 8e. Il m'a dit des trucs comme ça. Alors que t'étais juste précurseur. Parce que quand tu vois aujourd'hui des esprits noirs, tu vois, enfin, qui font des c'est exactement ça. Bref. C'est exactement ça. Et il était pas prêt. Ils étaient pas prêts. Il voulait pas. Il voulait pas. Mais par contre, j'ai eu la chance que Dior ait accepté. Dior a vu le petit truc, et j'ai eu le premier prix. Ça m'a permis de travailler chez Dior après et tout. Enfin, c'était incroyable. C'est une belle leçon de vie en fait. Et quand je vis
des épreuves comme ça, je peux pas me dire après je vais céder là où on ne m'attend pas, là où on me dit que ça passera pas. Ouais. Tu peux plus céder après. Non, parce qu'en plus, le cerveau fait pas la différence. Donc à partir du moment où une fois c'est passé, ça veut dire que c'est toujours possible, tu vois, concrètement. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que aujourd'hui dans le milieu professionnel, je me sens pas forcément à l'aise parce que c'est tout le temps ça en fait. C'est tout le temps tu veux faire ça? Eh ben nous on va te mettre des bâtons dans les roues. Et ensuite tu vas nous prouver que ça peut passer. Si ça passe, on te donne raison. Ouais. Mais si ça passe pas, nous on t'avait dit, on t'avait prévenu et c'est tout le temps ça en fait. Il y a pas cette collaboration naturelle en fait que quand t'arrives avec une idée, on t'écoute et voilà. Du coup, c'est un peu pesant. C'est pour ça que j'ai réfléchi à l'avenir. Où est-ce que j'aimerais vivre vraiment pour me sentir à l'aise? Mais je comprends. et du coup, ça m'emmène directement sur la question de t'aimerais transmettre quoi à ton fils? Alors là, t'as déjà, je sais pas pourquoi, j'ai donné un deuxième prénom, Freeman. Oh, ok, l'homme libre. Freeman, homme libre. Ouais. Parce que je me suis toujours senti moi-même déjà comme ça. Et la chose la plus importante, je pense, à le transmettre, c'est de se sentir être un homme libre aussi, en fait. Parce que une fois qu'on se sent être un homme libre, je pense qu'on peut tout accomplir. On peut accomplir ce qu'on veut et on peut surmonter de l'adversité. Et c'est ça, en fait. Ne pas se sentir coincé, ne pas entrer, ne pas accepter trop vite les codes de la société, se dire que, on m'a dit que c'est comme ça, donc je vais m'arrêter à là. Non, c'est ça, c'est cette liberté, parce que moi-même, je cours derrière cette liberté déjà. Ça veut dire Verseau, hein, bonjour. C'est ça, ouais, non mais c'est vraiment ça. Je pense que, voilà, c'est la chose la plus importante pour moi à le transmettre. Ouais. Et ce que je trouve merveilleux, merci pour ce partage, ça m'a beaucoup touchée parce que tu vois, il y a différents niveaux. Le premier niveau où ça m'a touchée, c'est que moi j'ai pas pu m'empêcher de me dire que Freeman, il y avait beaucoup d'anciens esclaves, notamment aux États-Unis, qui ont porté ce nom-là en fait, Freeman, tu vois. Et donc le fait que tu sois noir, qui est un fait, c'est factuel. Je trouve qu'il y a cette première lecture. C'est voilà, ça c'est ce qui m'a touchée en tout premier. Mais en deuxième, et le soleil venait juste de percer, c'est rigolo. En deuxième, c'est universel comme message. Ouais. Cette notion de liberté. Les gens croient que l'argent leur permet d'être libre. Et je l'ai cru pendant longtemps. En fait, j'ai accompagné des hauts dirigeants très riches, très libres financièrement, complètement emprisonnés. Complètement emprisonnés. Parce qu'en fait, la vraie liberté, pour moi, je vais te donner ma définition, c'est la liberté mentale. Ouais. C'est celle où, ça me fait penser à Mandela aussi, mais c'est celle où, malgré le fait que dans l'école tu correspondes pas, malgré le fait que ce soit pas l'opulence, malgré le fait que tu correspondes pas au code de la réussite du pays dans lequel tu vis, en fait, t'es libre. Et quand t'es libre, il y a rien ni personne qui peut t'empêcher de faire quoi que ce soit. Parce qu'on ne peut pas toucher cette liberté-là, elle n'est pas palpable. Non. C'est ça, en fait, je suis complètement d'accord. C'est cette liberté mentale, comme tu dis, et moi, je l'ai recherché, je l'ai toujours recherché, la recherche dans tout ce que je fais, d'avoir cette liberté mentale, et même dans ma relation amoureuse avec ma copine, on a une relation spéciale. Enfin, moi, je la trouve vraiment spéciale parce que j'ai pas d'exemple de relation comme ça. On s'est connus très jeunes. Ouais. Donc, d'un côté, on va dire qu'on remplit un peu les cases du couple classique, etc. Mais sauf que non, pas du tout. En fait, on a une liberté, mais cette liberté, elle est mentale dans le sens où, par exemple, on est ouvert d'esprit. Ouais. On est en couple, ça fait 10 ans, mais ça fait 6 ans qu'on a trouvé notre façon à nous d'être libre, en fait. Parce que pendant 4 ans, c'est vrai que t'es en couple, t'es dans un rôle un peu où tu dois agir selon le bon sens de la société dans ton couple. C'est ça, exactement. Sauf que au bout d'un moment, on s'est retrouvés à se dire que, en fait, on s'aime bien comme ça, mais ça ne suffit pas. Ouais. On se sent pas totalement libre, en fait. Ouais. Et on a allé chercher notre liberté, on a établi nos règles, et on est aujourd'hui en couple depuis 6 ans, ouvert d'esprit, quoi. Enfin, j'ai le droit de par exemple, coucher avec une autre fille, mais ça veut pas dire que j'ai envie de le faire, mais c'est juste de savoir que j'ai cette liberté dans ma tête. Cette fameuse liberté, ouais. Je suis encore plus épanoui dans mon couple, en fait. Bien sûr. C'est vraiment ça, en fait. C'est merveilleux d'en parler de ça, parce que
tu vois, on n'a pas le même âge, j'ai plus âgé que toi, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de me rendre compte qu'on est complètement matrixé dans la vision du couple et tout de suite avec surtout tout ce qui a lien avec la sexualité, tout de suite jugement moral du c'est bien ou c'est mal. Totalement. Et c'est trop facile de mettre les gens dans des cases. C'est trop facile de dire ça c'est bien, ça c'est mal, etc. Et je trouve que du coup, les gens s'enferment, s'empêchent, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas ouvert une fenêtre. Et j'ai pris cet exemple-là de la fenêtre parce que je crois que c'est à 35 ans. Ouais, c'est ça, quand je me suis séparée de ma dernière très longue relation, je me suis rendu compte qu'on était en train d'étouffer à l'intérieur. Et comme une maison où t'ouvrirais jamais les fenêtres, l'air devient puant. C'est plus ok. T'as même plus envie d'être dans la maison. Donc t'as envie de sortir de la maison. Et la société ne valorise pas ça, parce que c'est bizarre, surtout quand t'es un peu un couple modèle, et vous, c'était un peu le cas. Tu vois, genre, mais vous êtes ensemble depuis longtemps, et tout le monde projette sur un couple ce que eux voudraient. Et cette vision idyllique et romantique du couple qui est flinguée, parce que dès que tu creuses, il y a de la tromperie, il y a de la trahison, il y a des non-dits, il y a tout ça, il y a du mal-être. C'est exactement ça. Et du coup, moi, j'ai pris cet exemple de la fenêtre, et j'ai dit, moi, je suis 1000 femmes en moi. L'homme qui sera dans ma vie, il faut qu'il accepte qu'il y en ait 1000, mais que je les connaisse même pas encore. Il faut qu'il me donne tellement d'espace que l'espace, je l'ai tellement à l'intérieur que j'ai même pas besoin d'aller voir ailleurs. Mais je sais que je peux. Et ça, c'est trop cool. Et donc, c'est cette notion de fenêtre ouverte. Et j'ai toujours dit ça. Moi, la porte de la maison, elle est fermée, mais pas à double tour. Et les fenêtres là-haut, elles sont ouvertes. Et ça permet de faire circuler l'air et surtout d'avoir de l'espace pour pouvoir se parler. Et je crois que on touche quelque chose là, c'est sur... en fait, c'est la connaissance de soi qui amène à l'acceptation de soi et donc qui amène à l'acceptation de l'autre. Et qui vous permet, je pense, dans votre relation, je veux pas projeter, mais c'est ce que j'entends, d'avoir des échanges vraiment constructifs de votre vérité. Ah oui, totalement. Et on se dit souvent que la chance qu'on a, en fait, d'avoir décidé d'avoir cette relation-là, c'est que ça nous pousse à la communication. Obligé. C'est ça fonctionne pas. On passe des heures et des heures à parler, mais ça peut être du même sujet, mais on va en parler pendant 4-5 heures. Mais c'est ça qui est bien, parce que ça permet vraiment de comprendre l'autre, en fait, de dire vraiment le fond de ta pensée, de la répéter. Et ça ouvre, en fait, une certaine énergie de bonheur, en fait, finalement, parce que on est en couple ouvert, les gens de l'extérieur, ils vont nous juger sur le fait que c'est du sexe avec quelqu'un d'autre et tout, pour certaines personnes c'est malsain, etc. Sauf que nous, en fait, l'énergie que ça nous apporte, mais c'est assez incroyable. Aujourd'hui, on va être parents, même ceux qui nous connaissent nous disent, mais alors vous allez être parents? Du coup, c'est fini la relation. Tu sais, ils voient ça comme un jeu. Ils voient ça comme si c'était un petit jeu comme ça. Ouais, et que on referme la porte. Voilà. Mais maintenant, on passe aux choses sérieuses. On est sérieux, voilà. Exactement. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, c'est exactement ça. On passe aux choses sérieuses. Maintenant, on est parents. Donc, on doit être responsable. Voilà. Mais c'est comme ça que les gens se font chier, en fait, après dans leur vie. Mais pour nous, c'est impensable, en fait. C'est notre manière de vivre, c'est ce qui fait de nous aujourd'hui notre bonheur. Donc si on l'arrête parce que la société dit que les choses sérieuses c'est d'élever un gosse de manière complètement classique, on fait quoi après? On finit comme tous les autres à divorcer, à se sentir mal. Voilà. Non, pour l'instant on est vraiment heureux comme ça. On espère que ça continue. Bien sûr. Et franchement, je vais pas inciter les gens. Mais je sais que c'est un sujet qui... à le questionner, ne serait-ce que exactement. ça. Juste le questionner. Exactement. Je sais qu'en plus, ça intéresse pas beaucoup de gens. Enfin, dès que je prononce ça, parce que moi, je me cache pas. Enfin, j'en parle pas avec ma famille parce que ils sont pas capables d'écouter. Il leur manque, je pense, encore pas mal de compréhension. Bien sûr. Voilà. Mais, avec tout le monde, j'en parle, ouvertement, je peux pas me cacher, en fait. Au bout d'un moment, ça fait partie de ce que je suis. J'ai envie de dire, même dans mon art, ça se ressent. Donc, au bout d'un moment, si je me cache de ça, c'est comme si je donnais pas toute la matière que je prône aussi. Donc, je suis obligé d'être clair et je m'en cache pas. On est heureux comme ça. Et franchement, questionnez-vous les gens parce que... Mais c'est clair. Mais c'est ça. Et franchement, moi, c'est pour ça que je dis de le questionner parce que
la première réaction, c'est une réaction de « Ah, surtout pas ». Tu sais, chez les gens, ça fait peur. Et les gens qui jugent, c'est parce qu'ils se jugent eux-mêmes. Donc, de toute façon, ils n'assument pas cette partie-là d'eux. En vrai, je pense qu'en tant qu'être humain, le terme de la monogamie, il vient du catholicisme, en fait. Donc, si on part à beaucoup plus longtemps, beaucoup plus loin, en arrière. Non, mais bien sûr. Donc, en fait, c'est aussi se replacer les choses et avoir de l'espace pour questionner. Donc, de l'espace mental pour le questionner, mais aussi avoir de l'espace dans son corps. Il me dit quoi, mon corps? Il veut aller où, tu vois? Parce que de toute façon, ce qui nous amène dans une relation, c'est ce qui fait aussi qu'on en part, c'est l'inconscient. Et l'inconscient, il est logé dans les cellules du corps. Donc, il y a un moment, on peut vouloir ce qu'on veut avec la tête. Ce sera toujours le corps et l'inconscient qui va parler. Et l'idée, c'est d'aligner, les deux, le corps et l'esprit. Exactement. Et je me souviens au début, avant d'avoir du recul et de la maturité sur ce sujet, parce que on a traversé quand même des épreuves, parce que c'est pas facile, évidemment. C'est ça, moi je voulais revenir aussi un peu sur le début, parce que le début, ça doit pas être facile, ça doit raviver des blessures, des jalousies, des insécurités, tu vois. Mais totalement, c'est là où je dis, en vrai, c'est courageux, enfin moi je trouve courageux tous les couples qui arrivent à être heureux et traversent ça. Ne pas avoir peur d'affronter ces moments où t'es piqué par la jalousie. La première fois que ta copine elle rentre en disant qu'elle a couché avec un autre mec. Et tout ça, en fait, c'est toute cette force qu'il faut, il faut avoir de la force mentale, mais ça se travaille. Ça veut dire qu'il faut accepter des choses parce que tu acceptes que ça fasse partie du bonheur de l'autre. Et l'autre, en retour, fait pareil. Et quand chacun est heureux, le petit picotement que tu ressens parce que la personne elle est varrière, c'est encore normal. Bien sûr. Et ça devient rien en fait parce que vous discutez, tu vois dans les yeux de l'autre le bonheur que ça peut lui apporter de sentir libre en fait, femme libre, je choisis, il y a tout ça. Il y a surtout le plus important au début, c'était je me souviens on disait qu'il fallait pas qu'on ait des frustrations parce que pour nous c'était la frustration qui allait nous pousser à aller commettre des erreurs et après se trahir entre nous. Et moi je suis quelqu'un, en fait, j'ai eu peur de ça. C'est moi qui ai ouvert la discussion parce que j'ai eu très peur de ça, j'ai eu peur de me sentir frustré. Et je me souviens, j'avais 18-19 ans et je sentais, c'est à ce moment-là où on découvre aussi plein la sexualité, etc. Du coup, je me sentais bien avec Lucie, ma copine. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, 3 ans et demi. Je me sentais bien, mais je me disais qu'à la longue, je voulais pas perdre cette personne-là, mais en même temps, j'allais me sentir frustré forcément. Et je voulais pas me perdre aussi. C'est ça, merci de préciser, parce que c'était aussi moi que je voulais pas perdre, parce que ça a permis aujourd'hui, avec le recul, je me dis, je me serais vraiment perdu si j'avais pas osé juste parler. Des fois, c'est juste oser en fait. Et si la réponse c'est non, c'est non. Mais là, pour ma chance, c'est que j'ai osé discuter et j'ai pu trouver les mots pour laisser la personne le temps de comprendre, parce qu'évidemment, on va pas se mentir, c'est pas un oui tout de suite. C'est pas un oui trop génial. Génial. Non. Surtout à ces âges-là, c'est jeune. Non, il y a des problèmes de confiance en nous, etc. Bien sûr. Et non, c'était ok, je comprends pas pourquoi tu veux ça, mais on va discuter, on a discuté pendant des semaines, des mois, et après on trouve un arrangement. Voilà, c'est juste ça, mais ça passe par les mots et commencer à explorer la chose ensemble, en fait, se sentir une équipe surtout. Mais c'est ça. Ça, c'est très, très précieux ce que tu dis, parce qu'en fait, je pense que la réussite de ces modèles-là, que moi, j'ai beaucoup questionné, j'ai questionné le polyamour, j'ai questionné tout ça, mais pas tant le pratiquer, juste le questionner. Je parlais énormément de ça, je me renseignais beaucoup. Et je me disais, en fait, moi, je suis pas polyamoureuse. Je suis vraiment la femme d'un homme. Je le dis tout le temps et c'est très affirmé chez moi. Tout ça, ça m'a permis de voir ça. Mais cette fameuse fenêtre ouverte, c'est ma liberté d'être, et c'est parce que je considère qu'on vit une expérience humaine, qu'on a des sens, et que une seule personne ne peut pas combler l'ensemble des facettes de notre être. Par contre, et là, tu l'as bien mentionné, la notion d'équipe. Ça ne fonctionne de manière équilibrée, à mon sens. Je détiens pas la vérité, mais je comprends ça en tout cas, que parce qu'on choisit pleinement son partenaire. Et
c'est la clé de l'équilibre. Sinon, je crois qu'on se perd, tu vois, aucune extrémité n'est bonne. Se frustrer et ne rien faire, c'est pas bon. Mais partir à droite, à gauche, sans cadre, sans centre, c'est pas bon. C'est pas bon non plus, parce que tu peux te perdre aussi. Exactement. Parce qu'au final, les deux antipodes, finalement, qui nous composent. Et je crois que le rôle d'une vie, c'est ça. On est fait de dualité. C'est comment est-ce qu'on trouve un centre dans un monde qui est déséquilibré, clairement, mais comment est-ce qu'on trouve son centre, sa polarité la plus équilibrée, en tout cas. Encore plus dans un équilibre où on est en binôme. Donc voilà, plus après des personnes qui viennent arriver dans l'équation. Je trouve que c'est périlleux. Mais ouais, c'est quand on se choisit, quand on choisit bien son partenaire, quand on ose dire sa vérité, quand il y a beaucoup d'amour pour l'autre, mais pour soi aussi, avant tout, c'est aussi se dire, ok, elle veut pas, mais peut-être elle veut pas, ou il veut pas, à cet instant T. C'est pas une vérité qui est figée. Et comme tu dis, c'est en premier l'ego qui réagit, qui est piqué, quoi, tu vois. Et puis parce que aussi on a de l'amour, mais en tant qu'humain, on a de l'amour possessif et très territorial. Mais je crois qu'en fait, vous êtes connecté à une entité d'amour, le fameux grand A, Alexandre est d'artiste, à une entité d'amour qui est plus grande que ça et qui est plus illimitée d'une certaine manière, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que, en fait, ça a aussi permis pour revenir à mon art, ça a permis de nourrir mon art, en fait. C'était vraiment, ça a été des va-et-vient, en fait, et avec le recul, je me rends vraiment compte que je serais vraiment pas du tout la même personne aujourd'hui. Si on s'était pas rencontrés, qu'on avait établi cette façon de voir le monde ensemble, de vivre aussi dans le monde ensemble. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand on a fait une relation libre, etc., je faisais de la peinture à côté. Mais je disais pas exactement la même chose. Et le fait de traverser ces épreuves-là dans ma relation, parce qu'en vrai, la relation entre deux personnes, c'est un sujet quand même très important. Aujourd'hui, même dans la vie de quiconque, avoir une relation, il y a des gens qui s'en foutent un peu. Mais il y a des gens qui, pour eux, c'est le goal, quoi, de trouver quelqu'un, etc. Donc c'est quand même un sujet très important dans la société. Et moi, le fait de l'avoir trouver ce sujet et de m'en servir pour parler, ça a été le meilleur des cadeaux que la vie a pu me faire, en fait, parce que c'est un sujet inépuisable, parce qu'on évolue. C'est-à-dire que je raconte ma vie, en fait, à travers mes toiles. Enfin, c'est là où j'adore, parce que tout le monde ne comprend pas forcément, parce que tout le monde ne sait pas que je suis en relation libre, etc. J'espère avec ce podcast, ils en sauront plus. Là, ils le sauront. Moi, on me demande, tu vois, mais par exemple, je peins, par exemple, des scènes où il y a 3 personnes totalement topless, parce que l'un des grands sujets de ma peinture, c'est le corps humain. Et le corps humain, comment il évolue dans le monde, comment il est représenté, comment il est jugé, et comment on peut exclure les parités raciales dues à la couleur de peau, etc. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup de la couleur pour enlever toutes les parités raciales, dire qu'on est multicolore, qu'on n'est pas juste noir et blanc, que l'être humain est beaucoup plus divers et complexe. Et c'est ça que j'essaie de dire. Et dans la complexité, je mets par exemple des scènes de mecs avec une jupe, fumant sa clope complètement, comment je peux dire, complètement, parce que fumer une clope, c'est très viril aujourd'hui. Un peu efféminé, de manière un peu efféminée, voilà, non, complètement viril, mais avec une jupe. C'est vraiment mettre cette complexité-là, en fait. Parce que je me sens comme ça. Parce que je me suis jamais senti, par exemple, homosexuel. Mais par contre, je me souviens, j'ai adoré porter les vêtements de ma mère, les perruques de ma mère. Je me dis, mais pourquoi on peut pas porter ça? Mais c'est trop stylé. J'avoue. Donc, tu vois, et donc, pour moi, il y a des choses comme ça où j'ai envie de le dire aussi. Et le fait de vivre ma relation comme ça me permet d'arriver dans des milieux, de rencontrer des personnes ouvertes d'esprit. Et ça nourrit aussi ma compréhension du monde, quoi. Parce que c'est ça qui est beau, d'arriver de se retrouver, par exemple, dans un club libertin parce que tu veux juste découvrir, en fait. La curiosité qui t'amène curiosité. Et en fait, tu rencontres des gens et tu rencontres vraiment des gens différents que tu rencontrais pas dans la rue, par exemple. Et ça nourrit aussi l'esprit, ça nourrit la conscience et la perception du monde, quoi. Tu penses que c'est quoi ta mission dans ce monde? Ma mission dans ce monde? Je pense c'est j'ai déjà réfléchi un peu c'est un peu le but, un peu on se demande, un peu on se retrouve, on se dit
qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Où est-ce que ça mène? Enfin, où est-ce que ça mène? Comment je vais finir avec tout ça, en fait? Et pour moi, je me suis dit que c'était traverser, en fait, le monde en restant le jeune homme impoli. Le petit français impoli. Enfin, c'est vraiment ça, en fait. J'adore. Je veux pas qu'il y ait une fin. Ouais. Mais je veux traverser ce monde où partout je passe, enfin, laisser ma trace de, ah ouais, lui, il en fait qu'à sa tête. J'adore ça. J'adore quand on me dit que j'en fais qu'à ma tête parce que tant que tu respectes les autres. Ouais. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Tu en fais qu'à ta tête et au final, c'est ton bonheur que tu recherches en faisant qu'à ta tête. Donc, pour moi, ça m'a jamais dérangé qu'on me dise, ouais, t'es têtu, mais mes potes, ils me trouvent hyper têtu. Ah, mais je suis hyper têtu, dur, mais en fait, c'est parce que je veux pas empiéter sur la liberté des autres. Ouais. Mais je veux, qu'on me laisse faire ce que je veux, en fait. Voilà. C'est juste que toi, t'as besoin de beaucoup d'espace. Voilà. Donc, c'est là où les gens se disent, ça prend trop d'espace, ça prend trop de place. Sauf que toi, dans ta perception, et pour moi, on a tous, besoin d'espace, mais pas de la même manière, quoi. Il y a des personnes qui vont se sentir bien dans un tout petit cocon et d'autres dans des manoirs. Enfin, tu vois, et c'est un peu à l'image de nous, ce dont on a besoin et de bien savoir est-ce que tu as besoin d'un cocon ou est-ce que tu as besoin d'un manoir. Et si tu as besoin d'un manoir, ne reste pas dans un cocon, tu vas étouffer. Mais si tu vas dans un manoir, tu vas te sentir perdu. Ouais. Et donc, c'est vraiment replacer les gens là où ils doivent être, en fait, sans chercher à être quelqu'un d'autre ou à être une quelconque projection qu'on attend de toi. Ouais, totalement. Basée, peu importe, hein, ça peut être la couleur de peau, le sexe, le milieu social, la religion. Enfin, en fait, on peut tout mettre là-dedans. Mais il y a des projections qui se font. Et je crois que le but aussi, c'est ça, c'est d'initier la possibilité déjà d'être qui l'on veut, mais du coup d'être soi. Et toi, quand tu disais traverser, moi, j'avais une image. Alors, j'ai vu la planète, mais complètement plate. Je l'ai pas vue ronde. Voilà, on va me couper la tête. Je l'ai vue plate comme ça. Je t'ai vu tracer comme si t'étais sur l'équateur, genre au milieu. Donc, la notion d'équilibre, je pense. Et tout droit. Et avec beaucoup d'air. Comme si, tu vois, tu faisais un sillon où il y avait énormément d'air. J'ai vu ça. Non, mais c'est beau. J'ai envie de le visualiser comme ça maintenant. C'est ça. Quand tu peindras ou quoi, tu te diras, attends, moi je fais ça, moi je coupe en deux, je remets les polarités. Des fois je suis en haut, en fait, après je suis en bas, je suis là où on m'attend pas. Non, c'est vrai. Je viens déranger. C'est exactement ça. Aussi. C'est exactement ça, j'adore déranger. En fait, parce que j'ai écouté un de tes podcasts où il semblait, pour pas me tromper, où tu disais que un de tes buts un peu, c'était d'accélérer la vie des gens. C'est-à-dire que quand tu rencontrais quelqu'un, tu faisais en sorte d'avoir un impact, mais l'impact qui serait d'accélérer sa compréhension d'un sujet ou tel autre. Et moi, je me sens aussi un peu comme ça. Et des fois même, j'aime bousculer les gens un peu. Et je me sers après, c'est facile. Quand t'as déjà la réputation d'être le petit impoli, tu peux te permettre des choses. C'est vrai. Parce que, voilà, c'est bon. Moi, je suis moins attendue là-dessus. Quand je le suis, c'est plus dur. Tu vois, okay. Ça pique, mais non, après, moi, je me permets justement avec mes proches, parce que quand je le fais, c'est vraiment avec la sincérité de vouloir leur bien. Ça veut dire que je donne l'énergie qu'il faut. Et c'est être vrai aussi de faire ça. C'est pas juste de caresser dans le sens du poil. Ça fait pas progresser ça. Non. Non, ne pas se cacher à dire, aux gens qu'on aime, en tout cas, la vérité qu'on pense. Même si chacun a sa vérité, mais au moins, ça c'est écouté parce que vous êtes proches. Et non, j'adore ça. J'adore bousculer, un peu les mœurs des autres, c'est vraiment ça, en fait. Pour moi, le monde, c'est réfléchir. C'est un voyage où on passe le temps à se questionner, à se re-questionner, et à trouver une solution, puis un problème apparaît. Et en fait, c'est que ça, mais faut bousculer, quoi. Sinon, on reste là, on est spectateur, et c'est pas intéressant, j'ai envie de dire. C'est exactement ça. Et puis, en plus, on a plus de risques de subir. Et ça, c'est souvent aussi ce que je dis, c'est que pour moi, il y a pas 36 solutions. C'est soit tu inities, soit tu subis, tu vois. Et certaines personnes sont OK avec le fait d'être juste en réponse. C'est aussi une question de personnalité. Mais quand on est des initiateurs, il faut vraiment le faire. Parce que je crois qu'on s'éteint si on le fait pas. Il y a vraiment ce truc. Non, mais c'est vrai. C'est totalement vrai. C'est ce que j'ai un peu ressenti, parce qu'il n'y a pas que des bons côtés quand on est initiateur, totalement, parce que
des fois on se retrouve face à ses propres questions, ses propres questionnements, et faut marquer une pause. Ouais. Mais cette pause, je pense, faut pas qu'elle soit trop longue. Ouais. Par exemple, moi actuellement, je me sens dans une pause, mais c'est pas dû au fait que forcément je me questionne beaucoup, mais c'est parce que aussi j'ai laissé un élément de la vie naturelle, par exemple devenir père, entrer en ligne de compte avec mes projets. Donc même si ça fait partie de mon projet, c'est quand même un être humain qui va arriver comme ça, et je pense que personne ne sait exactement comment l'appréhender. Et forcément, je me suis mis en pause, pas consciemment, inconsciemment. Par exemple, j'arrive plus à peindre parce que je suis persuadé que quand je vais me mettre à peindre, ça va être différent de ce que je faisais avant. Parce que j'ai envie de ça. J'ai envie de prendre ce nouveau souffle qui va arriver dans ma vie et de m'en servir pour et rebondir sur quelque chose d'encore plus grand, encore plus merveilleux que j'ai envie de voir. Donc c'est là où je suis un peu mon propre fan, parce que je m'excite moi-même à vouloir qu'est-ce que je vais faire plus tard et tout, ça va être beau. Enfin, mais c'est trop beau, c'est parce que, et t'as tellement raison, parce qu'en fait la vie ça peut pas être que en montée, on a tout le temps besoin de paliers, et c'est vrai dans tous les domaines, que ce soit dans son propre art, dans son apprentissage, dans son niveau relationnel, dans son élévation spirituelle, il y a tout le temps besoin d'avancer marche par marche avec des paliers. Et en effet, la durée de paliers, moi je sais que j'ai pas trop de patience, et j'ai une valeur élévation qui est très haute, ce qui fait que mes paliers sont assez courts, et j'ai la sensation que pour moi un mois c'est une année en fait, dans ce qui se passe si on m'a pas parlé pendant un mois, je sais même pas par quel bout prendre le truc, tellement je fais des breakthroughs et des compréhensions et en phase. Mais ça, c'est moi. C'est comme ça que je fonctionne. Là où il y a des personnes qui vont avoir vraiment besoin de prendre le temps. Et il y a certains sujets qui sont plus douloureux que d'autres, ou qui sont peut-être plus touchy, en fait, on va dire, sur notre chemin de vie. Et ceux-là, je crois qu'il faut leur laisser vraiment de l'espace, et pas forcément projeter notre compréhension d'habitude sur ces sujets-là. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que, comme tu dis, quand même, l'intégration d'un petit être qui arrive très prochainement, c'est comme un step back, mais en fait, c'est plus je t'accueille. Et pour t'accueillir, j'ai peut-être besoin de libérer des choses, de faire de la place. Faire de la place pour observer. Ouais. Parce que c'est vraiment ça, en fait. J'ai besoin d'observer pour savoir comment... on revient à l'observation aussi. C'est une chose... il y a un fait majeur, quand même, dans mon art. Quand je suis arrivé, j'avais 13-14 ans. Je suis allé faire les courses au Franprix. Et là, il y a une dame dans la soixantaine, blanche, qui arrive à la caisse et qui parle d'un homme noir qui était là avant et qui dit au caissier le jeune homme de couleur. Moi, c'était la première fois que j'entendais cette expression, jeune homme de couleur. Et je suis rentré chez c'était multicouleur, en fait. Un homme de couleur. J'arrivais pas. En fait, au début, j'ai dessiné un visage. Le bug est attaqué. J'ai commencé par un visage. Je me suis dit, mais c'est quoi un homme de couleur? Parce que ici, un homme de couleur, c'est un noir. Mais pour moi, ça, c'est dans la réflexion d'un jeune homme de 13 ans, hein. C'est un homme, le blanc aussi, c'est une couleur. Bien sûr. Et en plus, on n'est même pas noir, on est marron et on est beige. C'est ça, mais il y a ça m'a toujours rendu ouf, blanc, noir, marron, beige. Et il y a tellement plus de déclinaisons. C'est total. Tu prends un Pantone, t'as 1 milliard de couleurs, quoi. Bien sûr. L'être humain est différent. Et pour moi, je me suis amusé à mettre plein de couleurs, et pour moi, j'étais satisfait. J'étais persuadé que, ça, c'est un homme de couleur. Donc, la dame, elle avait tort. J'adore. Pour moi, c'était ça. Et à partir de là, je trouve lion. Mais c'était vraiment ça. Et ça a été un fait marquant pour moi. Et, c'était dû à l'observation. Parce que j'ai toujours observé. Et pour aussi faire le parallèle avec le côté un peu, je bouscule les autres. On bouscule pas les autres si on n'observe pas. Si on se sent pas capable de dire les choses qui sont justes. Même si c'est toi qui le penses, mais si t'as assez observé, tu te trompes rarement. C'est vrai. Et c'est ça où aussi tu passes pour le mec chiant, parce que quand tu te trompes rarement, on n'a pas envie de t'écouter parce qu'on sait que ta vérité elle va blesser. Voilà. Je te jure. Et donc je pense qu'observer c'est une des choses qui est très important.
j'espère qu'il y a plein de gens qui arrivent à observer, parce que même si c'est pour vivre avec ses proches, ou même en étant parent, je pense que c'est observer, en fait. Observer, ça passe forcément par les yeux pour toi, ou c'est autre chose? Ah non. Non, c'est pas que les yeux. Les yeux, ça permet de voir, de savoir. Non, l'observation, ça peut être, c'est tous les sens, en fait. On observe avec tous les sens. Et c'est là où l'être humain est encore plus intéressant. Et qu'il a plein de couleurs. C'est vrai, parce que du coup, c'est plus les couleurs des yeux, en fait. Non. C'est d'autres dimensions. C'est comme si tu vois des couches différentes, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien dire que je vois ce qui n'est pas visible et que j'entends ce qui n'est pas dit. Et du coup, dans cette notion d'observation, parce que souvent quand je dis oui, moi j'ai besoin d'observer, et les gens ont tout de suite l'image de la personne qui se met en retrait et qui regarde. Mais moi je suis un leader, donc quand j'observe, je suis pas à l'écart. Juste, j'observe, c'est-à-dire j'entends, je ressens, je vois, et je sais comment les liens se créent, comment est-ce que les gens réagissent, qui prend trop de place, qui en prend pas assez, et ça se passe en quelques minutes. Ça n'a pas besoin d'être t'es planté 3 heures sur le côté là à rien faire. Et j'adore la définition que tu te donnes sur l'observation. C'est pour ça que je taquinais volontairement pour le sens des yeux, parce que j'avais compris que c'était pas ça. Mais c'est vrai que le mot observer souvent est lié à la vue, tu vois. Mais pour moi, l'observation c'est beaucoup plus attentif que ce que l'on voit. Non. Moi, je lis l'observation à la contemplation. Parce que c'est vrai que comme observer et contempler, c'est vrai que contempler, on le lit aussi beaucoup au regard. On peut contempler juste en fermant les yeux. Et moi, j'ai fait un projet pendant mes années Camondo de design sur la contemplation et l'observation. Et je me suis inspiré du papy qui se pose sous un arbre, qui se met un peu à l'écart comme ça. Et il est dans un moment de contemplation, d'observation, mais profond. C'est carrément de la méditation, mais pourtant... il pourrait être en train de parler à des gens au loin, mais ils sont là. Ils observent. Et j'ai ce souvenir-là aussi de mon grand-père qui était menuisier, et des fois dans son atelier, il s'asseyait, il faisait rien. Mais on croyait qu'il faisait rien. Et c'est ça qui est beau, parce qu'au final, il sait exactement ce qui se passe, parce qu'il est là, en fait, il est présent. Et c'est ça, en fait, être présent par l'observation, la contemplation. Et quand on est présent dans la vie, tous les jours, on vit mieux, parce qu'on n'est pas spectateur de sa propre vie, en fait. Tellement. Et la présence, c'est... Tu vois, si on le lie avec les relations, moi je dis souvent, c'est la présence qui fait que... et pas que la présence physique. La présence, de l'être, en fait. C'est quand je t'écoute, je te donne vraiment mon attention, mon écoute. Quand c'est pas genre vite fait, c'est pas genre t'es sur ton téléphone quand je suis en train de te parler. Tu vois, c'est de la vraie présence. Et je crois que si les couples, en fait, alors de manière individuelle, étaient plus présents à eux, ce qu'ils ont envie à l'instant T, ce dont ils ont besoin. Là, j'ai besoin de calme. Là, au contraire, j'ai besoin de ça. Mais si tu prends pas le temps, parce que pour moi, je lie tout ça à tout ça. C'est-à-dire que contempler, tu dois reculer un peu et tu dois ralentir. Si tu ralentis pas, t'es sur le rythme qui n'est pas le tien. Donc, tu ne peux pas être présent à toi et donc, tu ne peux pas être présent à l'autre. Et si on mettait plus de présence, mais les rapports sexuels ne seraient pas ceux qu'ils sont sur le mainstream. Y aurait beaucoup moins d'incompréhension dans les relations. Et là, c'est même pas que intime, c'est de manière générale. Genre, mais tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit. Mais c'est normal, je suis pas présente à moi, je peux même pas accueillir ta vérité. Tu vois, et tout est lié à ça, j'ai l'impression. Mais c'est pas facile, en vrai. Non. Je me suis rendu compte que même avec mes proches et tout, on parle de plein de sujets, mais souvent, alors moi, c'est peu spécial à moi, j'ai pas forcément besoin que les gens soient totalement présents parce que je me livre pas beaucoup avec mes proches, parce que on est un groupe d'amis où on se trouve notre équilibre, on sait que lui, il est plus apte à écouter, donc on peut se livrer, on peut tout livrer, et il nous dira toujours. Et mais je me suis rendu compte, mais pour eux, même quand ils essayent des fois d'écouter, d'être présents, il y a un truc qui fait que chacun a ses problèmes. Comme on dit, chacun a ses problèmes. Et on n'arrive pas tous à le mettre de côté. Non. Nos problèmes pour être présents à l'autre, en fait. Et c'est là où c'est encore un truc, je pense, c'est vraiment pas facile. Et là, ceux qui arrivent à le faire, c'est vraiment une chance.
Et j'espère que de plus en plus de monde trouve le moyen d'arriver à être présent en fait dans leur vie. Ouais. Et pour pouvoir laisser la place à être présent dans la vie des autres, parce que comme on est un être social, on est obligé d'avoir une relation à l'autre et pas se recroqueviller sur nous-mêmes. Donc c'est hyper important d'apprendre à être présent. Ouais. Moi, il y a un truc qu'on a mis en place avec mes amis. J'ai un très très bon entourage qui me permet d'aller en profondeur et réciproquement. C'est de se dire quand on n'est pas capable d'entendre l'autre et de se dire écoute, là en fait j'aimerais pouvoir t'écouter. Mais admettons, je repense à ça parce que c'était cet été, je m'étais séparée de mon compagnon, donc ça venait de mon propre chef, mais c'était pas ce que je voulais, mais c'était ce qui était le juste au nom de l'amour, tu vois. Du coup, c'était un peu difficile et j'avais une de mes meilleures amies qui me parlait d'amour d'une personne qu'elle avait rencontrée et tout. Et en fait, j'étais pas capable d'entendre ça à ce moment-là. Et je lui ai dit. Et je pense que ça a été ce qui était le plus beau parce qu'il y a rien de pire quand tu ouvres ton cœur parce qu'elle était juste heureuse, elle voulait partager ça. Et moi, je pouvais pas l'accueillir, mon cœur était à ce moment-là fermé. C'était juste de lui dire, je suis tellement heureuse pour toi, vraiment. Mais là, j'arrive pas. Quand tu m'en parles, ça me fait plus de mal que de bien. Et du coup, là, je suis pas présente à ce que tu me dis. Je vais revenir vers toi, mais quand je serai présente à moi. Parce que là, à ce moment-là, j'étais pas présente à l'amour, ni au bonheur des autres, parce que je vivais pas un bonheur intérieur. C'est ça. Mais tu vois, d'avoir cette conscience-là et de dire ça. Ou même quand, des fois, il y a des... j'aime bien accompagner les couples, en fait, parce que pour moi, c'est important de faire évoluer sa relation. Et parfois, j'ai genre le gars qui va me dire mais tu vois, là, il faudrait que je lui parle de ça, etc. Je dis, mais en premier, demande-lui si elle est disponible. Ou quand c'est la fille qui veut initier une discussion, demande-lui, est-ce que là, t'es disponible? Oui, non. Non, d'accord, quand est-ce que t'es disponible? Ok, ce soir. Très bien, ce soir, rendez-vous pris à 20h. C'est un moment pour nous. Si par contre, il esquive encore, là, c'est encore autre chose. Tu vois, là, c'est qu'on est plus sûr. On est plus dans la team, dans l'équipe. Mais je trouve que d'avoir la capacité, justement, de se dire, là, je suis disponible, là, je le suis pas. Je crois que ça peut aussi résoudre beaucoup de choses. Clairement, c'est de savoir choisir ses moments et de savoir accepter que là t'es pas apte. C'est ça. Parce que même moi, ça m'arrive dans ma relation. Des fois, je vois qu'elle veut parler d'un sujet, tu le dis quoi. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à là comme ça, surtout dans une relation, parce que il y a la facilité que l'autre le prenne mal, en fait. Alors que quand c'est dans votre équipe, c'est une règle. C'est ça. C'est parfait quoi, parce que du coup vous choisissez vos moments, vous savez que là on va discuter en profondeur de ça et c'est demander à l'autre, c'est aussi une façon de respecter l'autre, parce que on est tous dans nos pensées à penser à quelque chose. Donc quand tu veux parler de quelque chose, c'est bien de prévenir l'autre. C'est pour ça, me fait penser au message de faut qu'on parle. Celui-là, il est affreux. On a tous envoyé et reçu. Franchement, il est affreux. Il faut qu'on parle. Tu peux même pas arriver bien dans cet espace-là. Non. T'es sur la défensive. Limite, t'as des gants de boxe en fonction des gens. Il y en a qui vont être figés en freeze et il y en a qui vont être en fight. Ils vont mettre les gants d'abord et il y en a qui vont fuir. Ils vont pas accepter. Mais totalement, mais c'est le cerveau qui est comme ça. Bien sûr. Tu commences à te questionner, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Exactement. Et ça tourne en boucle, mais surtout que tu reçois ce message dans ta journée, ça te plombe la journée parce que tu cogites. C'est clair. Laisse tomber. Alors que ça se trouve, c'est rien, tu vois. C'est rien. C'est aussi là où, prendre le temps d'attendre le moment présent où on est face à l'autre, dire, hey, j'aimerais discuter de ça. Est-ce que t'es apte ou ça te dit qu'on parle de ça? De plus de spontanéité, en fait, dans les échanges, C'est ça, on devient un peu trop calculateur, je trouve. Moi, je vois ça avec l'observation que je fais de mes amis, parce qu'ils se confient beaucoup à moi et tout. Ils veulent trop calculer, faut que j'envoie ce message pour qu'ils fassent ça. Non, mais... Pour moi, il y a plein de choses qui devraient se dire en face, qui devraient se faire en face. J'ai une question qui me vient là. Est-ce que... alors, il y a deux choses qui me sont venues juste avant. La première, c'était si tu avais un conseil, mais basé sur ton expérience, parce qu'on n'est personne pour donner des conseils, mais basé sur notre expérience, on peut, pour justement bien vivre sa relation. Quelque chose qui pourrait peut-être même résumer ce qu'on vient de dire, ou quelque chose en plus qui te vient. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu aurais une question que tu voudrais me poser sur un sujet et auquel je pourrais répondre bien volontiers? Ok. Alors, sur la relation, est-ce que j'ai un petit conseil, parce que c'est vrai que c'est difficile de donner des conseils dans les relations parce que c'est différent pour tout le monde, pour chaque couple c'est différent. Il faut vraiment, le conseil que je peux donner, c'est se servir de l'expérience, se servir du parcours qu'on a
de comment c'est, enfin même si c'est une relation qui vient d'être qui est tout neuve, de 2-3 mois, savoir toujours se rappeler de comment on s'est rencontrés, pourquoi on s'est rencontrés et pourquoi on a décidé de se mettre en couple. Ouais. Une fois qu'on arrive à répondre clair à ces questions-là, et soit on entrevoit l'avenir, on se donne un sens, on se dit mais en fait on s'est pas rencontrés par hasard. C'est ça. Et ça peut donner la force d'accepter de faire des concessions, de trouver l'équilibre qu'il faut. Ou alors ça répond à la question il faut qu'on coupe vite parce que ça ne mènera à rien. Et si on n'a pas la réponse, à ce moment-là, il faut pas arrêter de se questionner jusqu'à ce que ça arrivera toujours à un moment. Ouais. Parce que je pense qu'il y a un sens à tout. Rien n'arrive par hasard, il y a un sens à tout, donc faut savoir se questionner de pourquoi on est ensemble. Comment on se voit, c'est vraiment ça, c'est communiquer en fait. C'est vraiment ça le communiquer, se questionner ensemble. C'est le conseil que je peux donner pour les relations de couple. Merci beaucoup. Vraiment, sur ce que tu partages, je vais juste faire le petit rebond là-dessus. Mais ça, c'est un truc que je dis toujours. Mais c'est comme pour la mission de vie. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, dès que ça va devenir dur, compliqué, dès qu'il y aura une tentation extérieure, et là, je parle même pas que dans la relation, mais par exemple, t'es à ton compte, c'est un peu compliqué. T'as un poste en CDI qui arrive, la carotte. Et du coup, t'as envie d'y aller. Tu vois, la tentation d'une forme de sécurité, de statut social, etc. Si tu ne sais pas pourquoi t'es à ton compte, si tu ne sais pas pourquoi tu t'es mis avec cette personne, pourquoi tu l'as choisi, t'es perdu. Dès qu'il y a une vague ou je sais pas quoi, mais tu perds les pieds, quoi. C'est vrai. Et c'est pour ça que c'est très important et j'abonde dans ce sens. Il faut savoir pourquoi. Bah oui. Moi, je vois. Il faut être honnête, hein. Je le vois vraiment comme une personne qui marche dans la rue. Mais qui va continuer, tu peux tourner à gauche, à droite. Tu vas d'un point A à un point B, quoi. Ouais, voilà, tu peux avoir de belles choses, etc. Mais si tu sais pas où tu vas, ça va être un parcours comme ça, un peu dénué de sens. Et c'est dommage. La vie, elle est faite pour la savourer de manière un peu plus forte. Ouais. Ça veut dire que quand on sait où on va, on sait pourquoi on va là-bas, et on arrive à un but. Et des fois, on n'y arrive pas, mais le voyage a fait que je savais pourquoi j'allais là et je suis allé là en connaissance de cause. Enfin, totalement. Donc c'est ça qu'il faut poursuivre, qu'il faut arriver à faire. Trop chouette. Et pour la petite question... Si t'en as pas, hein. C'est juste que je joue parce que je me dis toujours, c'est l'opportunité de parler entre deux personnes conscientes. Ouais, non, c'est vrai. Et comme je sais que tu te questionnes aussi, peut-être qu'il y a des sujets ou même des sujets qui sont d'actualité pour toi. Okay. Et voilà. Déjà, j'aimerais commencer par te remercier parce que c'est hyper agréable de parler. En fait, j'avais déjà eu l'occasion un peu de faire des interviews, etc. Mais c'est des questions préparées, tu dois répondre à un sujet précis. Et là, à travers le prisme de moi, on va le dire, mais on a parcouru plein de sujets hyper intéressants que je trouve importants et juste à discuter. Et donc, merci pour ça. Merci. J'espère que tu continues à inviter encore plus de monde. J'ai vu que tu avais invité une personne que je connais, Stélio. Oui, ouais. On se connaît un peu. Ah, trop bien. Et non, mais c'est cool. Mais si j'ai une question, ce serait comment tu fais pour avoir cette énergie. En fait, comment tu cultives cette énergie de ton côté pour pousser les gens à parler, en fait. C'est quoi un peu ton but, toi, dans cette initiative aussi? Alors, moi, je crois que toutes les personnes que tu rencontres dans ta vie et toutes les situations que tu attires, c'est le reflet de toi-même. Et comme tout commence par nous, je crois qu'en fait, j'attire à moi et je permets aux personnes d'être elles-mêmes parce que moi, c'est ma quête. Et c'est vraiment ça. Donc, l'énergie... Pour moi, c'est de l'énergie vitale, mais c'est surtout qui je suis, tu vois, qui je suis, qui je veux être, qui je serai demain, et de vivre selon ma vérité et mon authenticité. Et ça veut dire qu'il y aura des moments où je serai plus down, des moments où je serai plus de toucher sa vérité. Ça vient déranger les gens, parce que c'est difficile d'être face, surtout que, moi je vis dans ma vérité, mais un des dons que j'ai, c'est que je vois la vérité des gens en fait. D'accord. Et je sais quand c'est désaxé, je le ressens. Ouais. Et je suis plutôt allée trouver des outils pour, pour pas trop déranger justement parce que j'étais beaucoup trop cash avant. Et je disais. Pour savoir comment canaliser. Je balançais en fait la vérité en face des gens.
c'était très très mal perçu et du coup je le prenais très mal parce que je me suis dit c'est affreux ce que je fais, donc c'est un don mais c'est curse aussi, c'est le côté hyper négatif. Exactement, tu te dis waouh, mais je fais quoi de ça? Donc je dirais que moi, plus je suis connectée à moi, ma vérité et mon authenticité, moins j'essaie de prouver, mais plus j'essaie d'être. Et plus je permets en face à la personne d'être, tu vois. Et j'ai un parcours où j'ai beaucoup eu autour de moi de hauts dirigeants, des sportifs de haut niveau, des artistes, etc. Et ça m'a jamais sorti de mes rails, en fait. J'ai ce truc de, t'es un humain comme moi, en fait. Et on a tous notre unicité et tout. Donc, mon rôle, c'est plutôt de révéler cette unicité et de l'écouter, tu vois, parce que derrière, j'apprends des choses, j'apprends une autre façon de voir les choses, je peux prendre des conseils, et puis il y a une transmission énergétique qui se fait aussi, donc il y a aussi dans ce qui est non dit, il y a quelque chose qui se passe, mais je crois que ça part juste de qui je suis et des choix que je fais pour permettre aux personnes d'être dans leur vérité et de faire des choix alignés, quoi. Ok. Voilà. Génial. Merci infiniment, Alexandre. La dernière question que je pose à tous les invités, c'est très rapide, c'est comment tu te sens dans ta tête, dans ton corps, après cette heure qu'on vient de passer ensemble? Honnêtement, c'est quand même assez, comment dire, pour pas dire fatigant. Ça te prend quand même de parler des sujets qui te concernent, où tu dois quand même, mine de rien, creuser un peu mais c'est libérateur un peu quand même. C'est une sorte de chance aussi de pouvoir parler de sa vie, parce que c'est pas à tout le monde. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont des choses à dire sur leur vie, et de se donner juste l'occasion de parler de ta vie et de parler des sujets du monde. C'est assez intéressant et agréable en fait à faire. C'est agréable. Merci. Merci à toi et longue vie dans ta continuité et dans ton chemin. Continue à déranger.